Bonjour Michel Savovkost, vous dirigez l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Donc nous avons fait une première vidéo ensemble suite à votre publication des panoramas mondiaux des écosystèmes innovants dans la revue des entretiens d'Albert Kahn, le cahier 31. On a parlé dans notre première vidéo de la question de la Silicon Valley et de son rôle aujourd'hui dans la dynamique des écosystèmes innovants. Ça vaudrait peut-être le coup, à présent, de parler un peu des autres écosystèmes, peut-être non nord-américains, et de dire du coup comment est-ce qu'ils fonctionnent par rapport à la Silicon Valley, qui les inspire, est-ce qu'ils arrivent à garder une forme de singularité pour autant? Oui, alors après, effectivement, il y a un modèle qui s'est répandu, c'est ce qu'on a évoqué précédemment, qui est le modèle nord-américain, et qui a largement influencé tout le monde. Mais ceci dit, après, il y a des singularités. Par exemple, en Allemagne, vous avez une singularité tout à fait particulière. C'est un organisme qui est un organisme ni public ni privé. C'est une association, mais une association qui joue un rôle... c'est une grappe d'associations qui joue un rôle majeur en Allemagne dans l'innovation, dans l'écosystème allemand, c'est Fraunhofer. Et Fraunhofer, en fait, c'est des gens brillantissimes qui sont dans une association, brillantissimes parce que c'est souvent les plus brillants de la génération allemande, et qui ont un rôle fondamental qui est de prendre les recherches fondamentales allemandes ou dans le monde, de les transformer en brevets, donc de faire des sortes de pré-inventions, et d'aller revendre ces applications aux entreprises qui elles-mêmes s'emparent donc du coup de ce travail qui est déjà un peu packagé et en font des produits. Donc là, on a une sorte d'accélérateur de l'innovation par le fait que très souvent, ce qui bloque, c'est le passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et ensuite au produit lui-même. Fraunhofer fait ça, garde l'argent des brevets. Donc, du coup, ces brevets, quand ça marche, rapportent beaucoup d'argent et ça permet donc de recruter des gens brillantissimes payés très cher pour justement faire ce travail clé et accélérer l'ensemble de l'innovation allemande. Et Fraunhofer a des bureaux dans toute l'Allemagne maintenant et donc constitue un élément majeur de l'innovation en Allemagne. C'est complètement un autre modèle que la Silicon Valley, même si on retrouve à l'intérieur de Fraunhofer des comportements très similaires de la Silicon Valley, parce qu'effectivement, Fraunhofer non seulement fait ce travail pour l'Allemagne, mais en fait peut le faire aussi pour d'autres entreprises, autres qu'allemandes, sauf que finalement, les autres pays ont à juste titre quelques raisons pour... ne pas trop rentrer dans ce processus, puisque les brevets restent la propriété de Fraunhofer, et que donc il y a une sorte de pot commun qui est spécifiquement allemande dans le Fraunhofer, et que c'est un outil de création de valeurs clés pour l'Allemagne. Très intéressant. Et alors, est-ce qu'il y a pour d'autres écosystèmes des spécificités fortes comme ça, si on parle par exemple des Scandinaves ou peut-être d'écosystèmes asiatiques? Les Scandinaves, il y a quelque chose qui existe en Allemagne, mais qui est très très fort dans toute la Scandinavie. C'est ça va vous intéresser beaucoup pour votre doctorat que vous évoquiez dans une vidéo précédente. La Scandinavie, il y a vraiment la volonté de faire un développement, mais durable, sur les trois piliers économique, social et écologique. Donc il y a un fort intérêt pour l'écologie, il y a vraiment le fait de penser les produits, de penser l'organisation de la société autour de l'écologie, du social et de l'économie. Donc là, on a des modèles très très particuliers. La Silicon Valley, par exemple, crée des problèmes écologiques majeurs, ne serait-ce que par le secteur électronique qui est extrêmement pollueur, extrêmement consommateur d'énergie. Et après, la dynamique ultra performante et ultra exponentielle de la Silicon Valley crée des clivages sociaux quasiment insupportables. Parce qu'on a dans la côte ouest vraiment les trois classes qui existent. On a une classe pauvre qui est dans les rues, on voit beaucoup de clochards, il y a vraiment une misère quasiment insoutenable.
même je dirais que c'est encore plus insultant qu'en Inde, parce que au fond, cette misère, personne ne veut la voir. Alors qu'en Inde, on va regarder le mendiant. Le mendiant fait partie de la vie. Tandis que là, c'est comme si la pauvreté était juste insupportable, non assimilable. Donc, du coup, je trouve que c'est encore plus dégradant pour les pauvres d'être là. Et à l'inverse, du côté scandinave, ils ont cette volonté sociale d'inclusion du plus grand nombre. Donc, il n'y a pas de, vous n'avez pas de clochard en Scandinavie, vous n'en voyez pas, tout simplement. Vous voyez des personnes très bien habillées qui font de la musique, qui collectent des pièces, mais ils n'ont pas du tout la misère. Et puis surtout, ils font partie, eux, de la vie, et tout le monde leur donne des pièces, leur sourit, etc. Ils sont vraiment intégrés, ils sont pas... c'est souvent un choix personnel, ça peut être des personnes qui veulent continuer... ou parce que tout simplement ils sont musiciens, donc ils sont contents de faire ça. Donc vous avez des modèles très différents. Et enfin, le modèle asiatique, il est très différent de la Californie, puisque, si vous voulez, il est construit autour de la fabrication. C'est des makers, c'est vraiment des gens qui font. Donc c'est une intelligence extraordinaire tournée vers l'objet, comment construire l'objet, comment le fabriquer, etc. Et là, il y a une intelligence extraordinaire, et il y a une chose qui explique leur réussite dans le faire, c'est que tout simplement, c'est des travailleurs inouïs. C'est-à-dire que en Europe, comme on dit, on travaille pour vivre, mais l'objectif, c'est de vivre. C'est pas de travailler. Aux États-Unis, on vit pour travailler. Je pense que le travail est beaucoup plus central dans la culture américaine, c'est un élément clé, c'est un peu autant on donne en Europe, tout de même, le moment fort de notre vie, c'est quand on ne travaille pas, c'est le loisir, c'est la vie en famille, c'est le bon repas, c'est des moments hors travail. L'emphase est sur les... Autant aux États-Unis, le moment fort, c'est quand on vend son entreprise. Enfin, c'est le fait de travailler, de réussir et de gagner de l'argent. C'est une culture de... Et puis alors, chez les Chinois, je dirais, c'est même pas... On ne travaille pas pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Non, c'est juste le travail, c'est la vie, quoi. Il y a une sorte de présence dans le travail, d'omniprésence dans le travail, mais qui crée aussi complètement une autre atmosphère. Parce que je me rappelle, il y a une présence des Asiatiques dans leur travail qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ils sont là, quoi. D'accord. Un des enseignements que vous faites ressortir de votre panorama, c'est, je cite, que les meilleurs projets aujourd'hui sont des alliances planétaires des meilleurs savoir-faire locaux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette idée que je trouve très intéressante? Alors, ça a à voir avec ce qu'on a dit tout à fait au début de la vidéo. C'est que, effectivement, plus on est relié, plus on va être, en quelque sorte, en position de création de valeur. Pourquoi? Parce que les produits les plus innovants, c'est des produits qui intègrent le plus la créativité, mais la créativité complexe venue de plein d'endroits du monde. Alors, même sur un produit de base, comme un repas, par exemple. Vous le voyez aujourd'hui, les grands cuisiniers de la planète, c'est des gens qui eux-mêmes voyagent constamment et viennent enrichir leurs pratiques de l'influence du monde entier. C'est la world cuisine. Aujourd'hui, c'est la world cuisine qui domine le monde. Et c'est des cuisiniers peut-être thaïlandais ou japonais, mais qui vont voyager dans le monde entier, qui gardent leurs racines et en même temps qui interprètent plein d'autres cultures. Mais a fortiori, par exemple, dans un iPhone. Un iPhone, c'est un produit complexe. Il y a à peu près 360 brevets intégrés dans un iPhone, brevets que Apple n'a jamais développé, mais qu'il a su collecter pour faire un appareil extraordinaire. Et par exemple, Apple est en train d'ouvrir des bureaux à Taïwan pour les écrans, parce qu'ils se sont aperçus que la meilleure compétence pour les écrans qui devenaient l'interface, les écrans tactiles, en fait, qui sont de la très haute technologie, eh bien, les meilleurs experts de ça, c'est à Taïwan.
Donc ils sont en train d'ouvrir leur bureau là. Mais on voit cette dimension de collecter les compétences partout dans le monde. On le voit partout, par exemple. PSA ouvrit des bureaux dans le monde entier, même des savoir-faire très locaux, comme les montres, par exemple. Cartier est en train d'ouvrir des labs un peu partout dans le monde, parce qu'ils ont besoin de cette influence, de cette intelligence planétaire, pour que le produit reste à un niveau top mondial. Donc en quelque sorte, aujourd'hui, l'innovation la plus innovante, si on peut dire ça comme ça, est une forme d'écosystème des écosystèmes. C'est la capacité à croiser les savoir-faire locaux des différents écosystèmes. C'est pour ça que c'est très important, par exemple, pour notre université, d'avoir des personnes qui voyagent. Bon, moi, je suis mais c'était pas tellement dans la culture de l'université jusque-là. Mais et pour l'instant, je suis encore un peu seul, mais il faut cette culture du voyage. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui manque en la France. La France, il y a des gens qui voyagent, il y a des expatriés dans le monde entier, français évidemment, mais les élites françaises ou les grands chefs d'entreprise françaises, si les grandes entreprises françaises, ils voyagent, ils sont forcés. Mais si vous voulez, il n'y a pas cette culture du voyage que vous avez dans un petit pays comme le Danemark, où tout le monde, finalement, très jeune, se met à voyager, quel que soit son niveau social, parce que c'est un petit pays, ils veulent aller voir ailleurs. Et puis après, ils apprennent l'anglais au-delà du Danemark, tout le monde, du danois, tout le monde parle anglais. Et donc, et comme c'est un petit pays, pour trouver sa place, ils sont constamment en train d'étudier le monde. Les Asiatiques font pareil, les Américains font pareil. Les Américains, c'est peut-être ceux qui se rapprochent le plus d'une certaine fermeture, parce que certains Américains ne voyagent pas. Mais tout de même, l'ensemble du monde, du business, voyage énormément aux États-Unis. Okay. Ouais, merci beaucoup, Michel Salofkos, pour cet entretien. Et bonne journée. Merci, Camille.